et nous allons voter le 23 mars pour le 36e gouvernement. Si vous divisez pour avoir une moyenne théorique 73 par 36, ben vous trouvez que la moyenne théorique, la moyenne mathématique de la durée d'un gouvernement israélien, c'est 2 ans. Et nous allons faire à présent, comme chaque lundi, un petit tour d'horizon de la situation de la campagne électorale avec Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Merci d'être avec nous pour faire un peu la mise au point sur la situation de cette campagne électorale avec des élections qui doivent, je vous rappelle, avoir lieu le 23 mars prochain. Une campagne qui avance bien puisque déjà depuis jeudi, on connaît déjà donc toutes les listes qui vont donc être justement pour ces élections législatives en Israël. Le dépôt des listes s'est terminé jeudi soir à 22h. Donc on sait maintenant qui est en lice pour ces élections. Oui, et cette journée de jeudi, comme vos bulletins d'information évidemment l'ont dit, a servi en fait de filtrage et de birour, comme on dit en hébreu, d'éclaircissement à toutes sortes de listes et de candidatures dont on avait parlé, aussi bien à gauche, au centre-gauche surtout, y compris à droite. Et si vous voulez, si on peut classer les choses pour aider les auditeurs à y voir plus clair dans toute cette confusion, à gauche finalement, on se retrouve avec le Parti travailliste dirigé par sa nouvelle présidente Emmanueli et comment dire il y a si vous voulez un véritable doute qui plane sur les Merav Mikaeli, un doute qui plane sur ses capacités à pouvoir aller jusqu'au bout de la renaissance du Parti travailliste. On a cité il y a quelques jours des sondages qui lui donnaient 6 députés, c'est-à-dire qu'elle passerait le seuil d'éligibilité, mais je dois poser quand même un point d'interrogation parce qu'il y a toujours eu, lorsqu'un nouveau candidat ou un nouveau président arrivait dans une formation, il y a toujours un effet météore dans les sondages qui fait qu'on apprécie ça. Être passé de 0 député ou du moins du seuil d'éligibilité, même pas atteint, à 6 députés, c'est pas vraiment une renaissance et je redoute pour le Parti travailliste cet effet météore qui risque de se passer. Alors il y a aussi Meretz à gauche qui continue sa route et puis dans les listes, ça c'est pour ce qui est de la gauche, finalement il y a une gauche israélienne qui reste très affaiblie. Sur le plan des partis que j'appelle sectoriels, eh bien, il y a aussi un éclaircissement qui s'est fait, un filtrage qui s'est fait puisqu'il n'y a plus de liste arabe unie. Les 4 partis ne sont plus ensemble. Il y a 3 restent ensemble. Le parti Hadash, Balad et Tal qui vont être dirigés par Ahmed Tibi, donc une espèce de succès d'année de la liste arabe. Mais le parti Ram de Mansour Abbas, parti d'ailleurs fondamentaliste qui était prêt à collaborer avec le Likoud, et bien ce parti fait bande à part et donc la liste arabe. Ça veut dire que pour ce parti, en tout cas, c'est un changement de cap, un changement de direction concernant justement sa politique et par rapport à Israël et par rapport à la politique israélienne en général. Oui, on a toujours noté que le leadership arabe israélien, les députés étaient toujours sur des positions plus radicales que leur propre électorat. Et là, il y a donc une fracture qui fera date parce que c'est pas parce que finalement Ram va amener avec lui forcément beaucoup d'électeurs, mais c'est symptomatique, si vous voulez, de cette coupure qui existe entre la représentation politique des Arabes israéliens qui est très orientée, très anti-israélienne, en tout cas anti-sioniste et très partisane, et d'autre part le public qui lui veut qu'on s'occupe de ses problèmes de tous les jours. Et donc il sera intéressant de mesurer au soir du 23 mars les scores atteints par Ram, qui donc fait bande à part par rapport aux 3 autres partis. Et puis il y a l'autre parti sectoriel qui bouge pas de son électorat bien connu. Moi, c'est comme ça que je le classe en tout cas. Israël Beiteinu, le parti de Lieberman, qui est quelquefois évidemment classé à droite,
aussi vu les options de Lieberman, mais qui est avant tout un parti russophone sectoriel. Et Alors, quand même, avant de passer oui. à la droite, enfin, je ne sais pas si vous voulez le faire tout de suite, mais en tout cas, on peut s'attarder un petit moment sur les petits partis au centre-gauche qui ont annoncé leur candidature. C'est ce que j'allais aborder, puisque bon, je pars de là d'une extrémité à l'autre de l'échiquier politique. Donc, au centre-gauche, c'est ça la chose la plus intéressante qui s'est passée vendredi soir, c'est que il y a dans une dernière intervention il y a une semaine et a fortiori il y a 15 jours, il y avait 6 partis de centre-gauche. Yesh Atid, Bleu et Blanc, la liste économique, le parti économique du professeur Zerhala, et puis il y avait le parti israélien de Huldai, Tnufa de Ofer Sela, il y avait aussi Ya'alon, Bougui Ya'alon avec son parti Telem, et le parti des retraités de Dani Atom. Or, au soir du jeudi dernier, soir, eh bien, on a eu cet effet filtre qui a été vraiment très fort, puisque il y a eu le retrait, après le retrait, quelques jours auparavant, du numéro 2 de Huldai, Nissan Korn, eh bien, Huldai a retiré sa liste. Mm-hmm. Il aura fait lui aussi un parcours de météore assez stupéfiant. Très rapide, il va rester à la mairie de Tel Aviv. Parti Atid s'est aussi retiré. Tnufa. Bougui Ya'alon a retiré sa candidature. Et aussi, encore plus surprenant, Dani Yatom, du parti des retraités, de la Gil Azab, eh bien, aussi n'a pas déposé de liste. Et si on ajoute ces 6 retraits, enfin 5 ou 6 retraits à celui, c'est une expression à la mode maintenant, les gens qui se sont lancés un peu vite en politique veulent prendre un Pesexman, un instant de réflexion. Eh bien, il y a aussi Gabi Ashkenazi qui est dans cette position du parti bleu et blanc. Il y a aussi d'autres gens moins connus comme la députée bleu et blanc Michal Kotler-Wunsch qui hésitait entre rentrer à Yamina et aussi peut-être aller chez Gideon Sa'ar. Finalement, elle n'aura pas le choix puisque elle n'aura pas le choix, elle n'aura aucun choix à faire. Elle va être obligée de se retirer puisque les deux partis ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas la compter dans leur rang. Donc, on a vraiment un éclatement. Donc, ce centre-là qui était très éclaté, en fait, s'est dissous d'une certaine manière et il demeure, en fait, un parti sérieux, on en a parlé la semaine dernière, Yesh Atid, et puis bleu et blanc qui oscille, lui aussi encore, à passer le seuil d'éligibilité. Quant à la liste du professeur Zerhala, analyste économique, elle aussi, elle est tangente. Donc finalement, ça confirme les analyses qu'on avait avancées, c'est que la position de force est occupée par Yesh Atid, mais il y a quand même une réflexion qu'on pourrait faire en pointillé, parce que tout va vite. Ouais. Oui. Peut-être on parle aussi des partis à droite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rapidement. Oui, bien sûr, mais je voulais juste dire que contrairement à, disons que les choses évoluent vite, et il est vrai que Yesh Atid est en position de force et son leader Lapid est vraiment en bonne position, si ce n'est que pour être fait roi et former un front anti-Netanyahou avec le parti de Gideon Sa'ar et le parti Yamina, il faudrait encore que Bennett et Sa'ar le consacrent roi. Et fasse de lui le successeur de Netanyahou, ce qui n'est pas donné, parce que chacun d'eux, aussi bien Sa'ar que Bennett, prétend succéder donc à Netanyahou. Donc il n'est pas évident. Surtout que les partis orthodoxes religieux ne s'asserront sans doute jamais, bien qu'on ne peut jamais dire ça vraiment en politique israélienne, mais disons qu'il y a peu de chances qu'ils s'assoient dans un même gouvernement avec Yair Lapid. C'est cela. C'est pourquoi la partie n'est pas du tout gagnée. Mathématiquement, il y aura peut-être un front de 61 députés anti-Netanyahou si on ajoute les partis dont on a parlé aux travaillistes. Mais il n'est pas du tout dit que placé devant cette décision, Gideon Sa'ar et Bennett, qui arrivera en second par rapport à Lapid, et troisième, le consacre roi et fasse de lui un premier ministre. Donc on est donc, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de commentateurs israéliens ces derniers jours, après le dépôt de ces listes, ont dit qu'on était parti sans doute pour un 5e tour électoral, ce qui est quand même une 5e élection, ce qui est quand même hallucinant, alors qu'on n'a même pas encore tenu la 4e en 2 ans. Alors à droite, eh bien les choses aussi ont été éclaircies, à part le Likoud et les comment dirais-je, les désistements, ou tout du moins les deux candidates féminines que Bibi a placées sur sa liste pour lui donner plus de piment. Eh bien, il y a évidemment, je le disais, Atikva Hadasha de Gideon Sa'ar, Yamina de Bennett et Shaked, et il y a eu
un éclatement, si je veux dire, à la droite du Likoud, puisque le parti, comment dirais-je, Baït Ayehoudi ne se présentera pas à ces élections. Le Rav Peretz prendra aussi sa retraite politique et il demeure de toute cette nébuleuse, il demeure une sorte l'union entre le parti de l'Union nationale de Smotrich qui va faire route commune avec le groupuscule Noam et le groupe Otzma Yehudit de Ben Gvir. Et c'est quand même une surprise parce que voir Baït Yehudi ne pas apparaître sur les listes, c'est quand même aussi un des signes de cette accélération de la situation. Voilà, le Baït Yehudi qui est l'émanation du Mafdal, le légendaire Mafdal qui était bien entendu depuis la création de l'État d'Israël. Et là, je crois c'est aussi un tournant. C'est un parti qui avait été créé en 1956, qui était une des formations, je dirais, traditionnelles de l'échiquier politique israélien et qui disparaît après plus de 50 ans. Et c'est quand même assez stupéfiant. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que le sionisme religieux disparaît, puisqu'il apparaît que, à part ceux qui vont se prononcer pour Atikva Tikva Hadasha de Gidon Sa'ar ou Yamina de Bennett, et évidemment, dans les grands partis, aussi bien dans Bleu et Blanc que surtout dans le Likoud et dans d'autres partis, il y a cet électorat sioniste religieux est présent, disséminé un peu partout. Alors, Richard, alors voilà, si vous voulez. Voilà, c'est un peu la situation. On a donc, je crois, une trentaine de listes différentes, puisqu'il y a aussi des petites listes qui n'ont aucune chance, bien entendu, de dépasser le seuil d'éligibilité. Une trentaine, mais avec simplement une dizaine de listes sérieuses. Alors, et donc, ça fait quand même une dizaine de listes sérieuses. Donc, Richard, ça nous fait poser la question justement sur ce système, parce que quand même 10 partis pour un pays comme Israël, et vous l'avez évoqué, on risque une nouvelle fois de se retrouver sans véritable coalition et de se retrouver à un 5e tour d'élection en moins de 2 ans. Ça nous fait quand même réfléchir sur ce système électoral israélien. Absolument. Je crois qu'il y a 2 données déjà pour mener cette petite réflexion qu'on peut faire, qui est non pas une parenthèse, mais qui est un zoom arrière un petit peu pour comprendre dans quelle impasse politique se trouve le pays. C'est que les journaux ont signalé, les éditorialistes ont signalé cette semaine que 21% seulement, c'est un chiffre hallucinant, des députés qui avaient siégé dans la Knesset en 2009, ça fait à peine 12 ans, presque 12 ans, et bien seulement 1/5, 21% sont restés, non pas à la Knesset, mais sont restés sur la scène politique. Ce qui veut dire indirectement presque 80% des députés de 2009, à la Knesset en 2009, se sont retirés de l'échiquier politique. Et alors, ça explique aussi comment toutes sortes de candidats qui se sont un peu crus trop vite en situation de devenir ministre ou Premier ministre, ont dû se retirer pour pas être trop ridicules. Et donc, si vous voulez, c'est un premier chiffre. L'autre chiffre qu'on cite toujours quand on veut analyser le système politique israélien, c'est le fait que Israël va bientôt, comment dirais-je, en 2021, fêter son 73e anniversaire de sa renaissance. Or, si on divise, et nous allons voter le 23 mars pour le 36e gouvernement, si vous divisez pour avoir une moyenne théorique 73 par 36, vous trouvez que la moyenne théorique, la moyenne mathématique de la durée d'un gouvernement israélien, c'est 2 ans. Ouais. Ce qui est absolument hallucinant. Ça ne veut pas dire que tout le gouvernement a duré 2 ans. Certains ont duré bien moins et d'autres plus. Beaucoup plus, ouais. Mais c'est quand même hallucinant dans un pays qui est toujours en état d'urgence, si ce n'est en état de guerre, d'avoir un système politique à ce point instable que la moyenne des générales d'un gouvernement, la durée de vie d'un gouvernement est de 2 ans. Ça fait se hérisser les cheveux sur la tête, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, bien sûr, ça crée une instabilité dans la gestion des affaires de l'État. Il n'y a pas de continuité politique par exemple, dans l'éducation nationale ou dans les transports. Il y a toujours des changements où on repart à zéro quelquefois. On s'en souvient avec la fameuse réforme de l'éducation nationale qui n'a jamais pu être appliquée. Et puis, ça crée aussi de la corruption parce que les grands partis pratiquant les primaires à des fins théoriques de démocratie interne, en fait, ça donne lieu à toutes sortes d'affaires de corruption. On l'avait vu au Likoud, mais aussi au Parti travailliste en son temps. Et puis, surtout, ce système
où les députés sont élus sur des listes de partis à la proportionnelle intégrale, eh bien, crée une coupure entre ce que j'appellerais le pays légal, c'est-à-dire les institutions, la vie politique, le chaudron politique ou la marmite politique, et le pays réel, puisque chaque député qui est élu, il est responsable devant son parti, il n'est pas responsable devant les électeurs, et puis après il fait ce qu'il veut, et il n'y a pas, si vous voulez, il y a une usure de la confiance de la population vis-à-vis des politiciens, parce que ils vivent le monde politique comme complètement coupé de leurs préoccupations, et c'est cette coupure entre le pays légal et le pays réel, qui est très grave dans le pays d'Israël. Ce système à la proportionnelle intégrale était sans doute valable dans les premières décennies de la création de l'État d'Israël, mais aujourd'hui, chaque député représente à peu près 15 fois plus d'électeurs qu'à l'époque, et donc il est temps, si vous voulez, de renouveler la classe politique, parce que justement, l'un des méfaits de ce système, c'est qu'on prend toujours les mêmes et on recommence, ou alors, tout du moins, au niveau des leaders, le seul vivier politique de l'État d'Israël, c'est Tsahal, et il n'y a pas de renouvellement, je dirais, naturel au sein de cette élite. Et donc, toutes ces manifestations montrent que le système est complètement grippé et qu'il serait temps de penser une réforme. Or, vous savez comme moi, et ça, c'est un peu le... Et on terminera sur ça, Richard. On terminera sur ça. Ouais. On en reparlera de toute manière, puisque les politiciens israéliens ne veulent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Exactement. Et on tourne en rond. Voilà, c'est un sujet qu'on évoquera je suppose, de nouvelles fois au cours de cette campagne électorale. En tout cas, merci d'avoir fait un tour d'horizon de cette campagne électorale. Merci beaucoup, Richard Darmon. Au revoir et bonne journée. Bonne journée.